Alors, je m'appelle Gaspard Koenig, je suis philosophe, ce qui est toujours une étiquette un peu bizarre, mais enfin, j'enseigne la philo, j'écris, et j'ai créé un think tank qui s'appelle Génération Libre, et qui a l'objectif, sur la base d'idées de philosophie politique assez bien définies, d'ensuite attaquer de manière plus concrète les politiques publiques, et donc sur la base d'une idée un peu fofolle comme le revenu universel, dont on peut parler philosophiquement pendant des décennies, voire des siècles, comme ça a été le cas. Et le think tank, lui, construit ensuite un rapport détaillé avec des économistes, avec des juristes, pour savoir comment on peut le faire, comment ça peut marcher, et ensuite fait une sorte de lobbying politique pour pousser cette idée. Et on a fait la même chose sur l'idée donc d'une patrimonialité des données personnelles, et que chacun puisse s'approprier en droit les données qu'il émet. Donc vous défendez le revenu universel, pour faire court. Oui, entre autres choses. Entre autres choses. C'est une panoplie, mais c'était pour illustrer la méthode. Très bien. De quoi est-ce que vous avez parlé ce matin et sous quel format, sous quelle forme? Alors ce matin, nous avons parlé de patrimonialité des données, donc à qui appartiennent nos données. Et j'étais en face de quelqu'un qui s'appelle Alexis et qui représente ce qui me semble être le consensus de l'establishment aujourd'hui, de la CNIL, du RGPD, du Conseil d'État, du gouvernement. Tout le monde dit à peu près la même chose, les droits de la personne, les droits de la personne, les droits de la personne doivent garantir notre vie privée et notre sécurité sur le net. Et encore, ce que je m'acharne à essayer d'expliquer, c'est que je ne suis absolument pas contre cette logique, mais que cette logique doit s'accompagner d'une logique patrimoniale qui vous permet ensuite d'être véritablement propriétaire de vos données et de pouvoir en fait ce que vous voulez, les user, les détruire ou les faire fructifier. Très concrètement, comment ça pourrait Très concrètement, fonctionner? ça voudrait dire que si on nous donnait une propriété privée sur nos datas, on pourrait demander à Facebook de l'argent en contrepartie des données que nous lui fournissons et sur lesquelles lui monétise, puisque les databases de Facebook sont, elles, soumises aux droits de propriété. Mais est-ce que c'est réaliste? Parce qu'est-ce qu'un Facebook un jour accepterait Alors, donc, toute l'idée, c'est d'abord de mettre en place les instruments juridiques pour que éventuellement ça puisse se faire, puis ça ne sera peut-être pas. Après, il faut aussi avoir foi dans la créativité des acteurs une fois qu'ils auront cet outil pour mettre en place des stratégies alternatives. Mettre en place, on pense que c'est aussi un outil pour la concurrence. Ça vous permettrait, si vous avez le droit de propriété sur les données, de les changer de main plus facilement. Et puis, on ne peut pas exclure l'hypothèse que naissent comme des sociétés collectives de gestion de droits. Certains aux États-Unis appellent ça des data trade unions, des syndicats de data qui rassemblent des millions de producteurs de données et qui, eux, aient la force de négocier avec les géants et qui ensuite vous fassent à vous des contrats plus personnalisés, des smart contracts beaucoup plus simples, plus ergonomiques. Vous pourrez dire, voilà, les conditions dans lesquelles je souhaite que mes données soient utilisées, voilà ce que je souhaite garder comme vie privée, est-ce que je souhaite communiquer ma géolocalisation et à qui. Et ensuite, dans son parcours de vie, la data conserverait la trace en fait, de ce contrat et permettrait soit une rémunération, soit à l'inverse, si vous souhaitez bénéficier d'un service sans rien partager, c'est à vous de payer, comme dans un marché de services tout à fait normal. Si vous souhaitez accéder à Waze sans vous donner votre géolocalisation, c'est normal que vous contribuiez au service, parce que sinon vous êtes un free rider, vous créez une externalité négative. À l'inverse, si vous souhaitez donner toutes vos données de e-commerce, c'est pas grave, parce que moi ça m'intéresse d'être targeté, c'est normal que vous en bénéficiez aussi, que vous soyez rémunéré par l'intermédiaire publicitaire. Si vous souhaitez donner gratuitement vos données de santé à la recherche, vous pourrez le faire aussi, parce que quand on possède bien, on peut aussi véritablement donner et partager gratuitement. Donc ça permettrait en fait d'avoir, au lieu que ces droits soient définis par le haut et sans aucun mécanisme de rémunération par des instances un peu lointaines, comme l'Europe, permettrait à chacun en fait, de définir ses propres termes et de créer un rapport de pouvoir par la valeur qui lui reviendrait de droit. Est-ce que le grand public, si je puis dire, est conscient des enjeux autour de leurs données personnelles? Est-ce qu'ils sont en faveur ou est-ce qu'il y a encore de la sensibilisation à faire? Bon, les scandales récents comme Analytica, etc., ont largement contribué à la prise de conscience. Néanmoins, ensuite, il y a des approches. Soit on fait de l'éducation dans les écoles et on met ça dans les manuels d'éducation civique. Honnêtement, j'y crois pas beaucoup. Soit on fait réaliser aux gens matériellement, concrètement, que leurs données ont une valeur. Et si on met en place un système patrimonial, quand les gens vont s'apercevoir qu'effectivement, ça vaut X centimes ou X euros, tout d'un coup, cette valeur va être très claire. Et ils vont aussi comprendre de manière très, très claire qui les utilise et comment.
On arrive à quantifier l'argent par mois qu'on pourrait gagner en mettant à dispo nos données. Voilà. Alors déjà, on dit qu'on pourrait gagner en mettant à dispo, mais il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, on les met à disposition et que c'est d'autres qui font Bien de l'argent. sûr, mais si demain, on se fait rémunérer pour ces datas. Si demain, on pouvait récupérer la valeur légitime. Il y a pas mal d'études qui sont en cours. Il y en a qui ont été publiées aux États-Unis récemment qui évaluent ça, je crois, de 500 à 1 000 $ par mois et par utilisateur, ce qui est une sorte de revenu universel. C'est ce que j'allais dire, ça rejoint voilà, le revenu. Alors d'autres disent non, ça vaut rien, c'est de la poussière de centimes. La vérité, c'est que ça dépend de la donnée, ça dépend de l'usage que vous souhaitez en faire. Vous avez par exemple des dossiers médicaux avec des maladies, des pathologies rares qui peuvent valoir des milliers de dollars pièce. Évidemment, votre donnée à vous de géolocalisation, elle vaut poussière. Mais même cette poussière est intéressante à quantifier parce que cette poussière, elle se démultiplie d'abord parce que vous l'utilisez en permanence, elle est constamment dans le circuit. Et le fait de pouvoir le chiffrer, même si c'est du 10 puissance moins 10 centimes, crée une sorte de ce que Jarol Lanier appelle un micro-marché de micro-paiement. Et ça donne, c'est pas seulement une question d'argent, ça donne une valeur à ce qui circule et ça permet de créer ensuite des dynamiques beaucoup plus saines, beaucoup plus transparentes et donc beaucoup plus émancipatrices pour l'individu. Si je pousse la logique très très loin, est-ce que vous pensez qu'un jour, les données pourront remplacer l'argent ? Non, parce que la donnée reste un bien qu'on échange. Ensuite, l'argent est un moyen d'échange. Donc c'est deux valeurs qui sont complètement différentes. On change de sujet. Est-ce que vous trouvez que cet événement est différent par rapport à d'autres événements auxquels vous pouvez participer, j'imagine, et je le sais. Et si oui, en quoi ? Ce qui est toujours très agréable, c'est de pouvoir débattre à deux. Ça change tout. Quand vous êtes sur une table ronde, elles ne sont jamais rondes d'ailleurs, elles sont toujours carrées ou triangulaires, ou en losange, ou en parallélépipède, chacun fait son tunnel. Quand vous êtes deux, vous pouvez pour moi j'ai un petit carnet, je note les objections de mon adversaire et puis j'essaye quand même de répondre. Et donc tout d'un coup ça fait une discussion construite où chacun se répond, reprend son fil. Et puis où l'audience peut se faire sa propre opinion parce qu'elle a toutes les oui, nuances. Alors l'audience a un biais cognitif fort parce que c'est une audience européenne et qu'elle est nourrie de discours du discours de la CNIL toute la journée sur toutes les ondes par tous les représentants des institutions. Donc il y a du travail à faire pour essayer de faire pénétrer cette idée. Vous voyez comme c'est d'ailleurs il y a une résistance très très forte à l'idée de patrimonialité, incroyablement forte. Donc, toutes les institutions sont contre. Quand on a sorti ce rapport, il y a eu beaucoup de presse, mais tout le monde était contre. Tous les éditorialistes étaient contre. Alors j'ai toujours aimé me battre contre des moulins à vent, mais là il y en a quand même beaucoup et avec des pales très importantes et des œillères quand même aussi, je trouve assez fortes. Ça participe d'une remise en cause plus générale du droit de propriété. Il y a le droit de propriété qui était vu comme quelque chose d'extraordinairement moderne et émancipateur, y compris par les révolutionnaires français, y compris qu'on a posé le droit de la propriété intellectuelle au XIXe siècle. Et maintenant quelque chose dont on se méfie parce qu'il est recouvert par une forme d'idéologie du bien commun qui m'inquiète beaucoup. Il y a une tribune signée par 100 intellectuels dans le monde il y a 6 mois pour limiter constitutionnellement le droit de propriété au nom du bien commun. Et évidemment, la protection de l'environnement fait partie des facteurs qui accélèrent cette défiance vis-à-vis du droit de propriété. Et très concrètement, qu'on comprenne bien, ça veut dire quoi ? La tribune, qu'est-ce qu'elle dit en substance ? Elle dit que le droit de propriété fait partie de la Déclaration des droits de l'homme, donc du socle constitutionnel qui aujourd'hui est utilisé par les cours suprêmes françaises, et qu'il faudrait le limiter en disant... je ne sais plus quelles sont les formulations exactes, mais la propriété n'est pas absolue, mais dépend du bien social, quelque chose de ce genre. C'est des gens de gauche, de droite, c'est des gens de toutes les tendances. Donc cette tribune empêche votre idée, si je puis dire. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que cette contestation cette méfiance vis-à-vis du droit de propriété va bien au-delà de la question de la data et est aujourd'hui transverse à tous les secteurs. Et il me semble que c'est pas la bonne réponse. Effectivement, les enjeux sont globaux. Effectivement, il y a des problèmes d'externalité négatives très fortes, notamment sur l'environnement, sur les datas, sur le nucléaire, sur tout ça. Mais que le collectivisme n'est pas la solution. C'est hyper intéressant, donc j'ai envie de continuer à vous interviewer, mais on est censé faire 3 minutes. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce matin ? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez retenu J'ai été très intéressé par votre entretien avec Gilles Moïse, merci, qui précisément représente exactement tout ce que je viens de décrire. C'est-à-dire que quelqu'un d'évidemment très intelligent, très moderne, libéral au sens où il travaille avec le business, il a conscience du nouveau monde qui émerge, et qui précisément essaye de le corseter
dans une souveraineté européenne, dans un data watch, qui fasse prévaloir une définition du bien commun qui serait d'ailleurs donnée par qui? Par des instances représentatives mystérieuses sur la liberté individuelle. Et je pense qu'on peut, justement, l'idée du droit de propriété, c'est de réguler, bien sûr. Le droit de propriété, c'est de la régulation. Puis après, vous avez des procès qui n'en finissent plus. Vous avez de la jurisprudence. Enfin, c'est pas du tout la loi de la jungle. C'est l'inverse de ça. Mais je pense que c'est une manière de redonner du pouvoir à un individu au lieu de le donner au régulateur en disant il va s'occuper de tout. Et puis, il va vous construire un petit cocon dans lequel vous pourrez évoluer sans haine sur Internet, sans mauvaise utilisation de vos datas, et vous serez protégé de tout par une instance supérieure. Ce que Tocqueville disait d'ailleurs, il disait qu'il se méfiait du despotisme démocratique, cette idée qu'on va confier la gestion de notre bonheur à une autorité suprême et que finalement on va abandonner notre libre arbitre à ceux qui font notre bien à notre place. Alors on va passer à la petite interview Combini. Intelligence artificielle ou intelligence humaine? Intelligence artificielle utilisée par les hommes. Silicon Valley ou Silicon Sentier? Silicon Santé. Sentier. Ah, Sentier, pardon. Dans Silicon Valley, je suis désolé, j'ai beaucoup d'affection pour la French Tech, mais aujourd'hui, elle ne rivalise pas du tout, ni avec Silicon Valley, ni avec la Chine. Et je pense qu'il faut aussi, on en fait beaucoup sur l'éthique de l'IA, mais il faut aussi comprendre que pour le moment, l'Europe et la France ne sont absolument pas à la hauteur des enjeux. Et je pense qu'il faut faire, et c'est super toutes les petites startups, mais il faut faire ce constat un peu brutal pour pouvoir trouver des stratégies viables au lieu de faire semblant de croire qu'on a des grands champions émergents. Bitcoin ou blockchain? Blockchain, bon, alors évidemment, c'est un peu la même chose. Vous n'êtes pas obligé d'expliciter comme vous voulez. D'accord, ok. L'idée, c'est ça ou ça. Okay. Mais la blockchain pourrait être une réponse très intéressante justement aux questions pourrait être un moyen de réappropriation de la valeur. Et évidemment, dans notre rapport sur la propriété des data, la blockchain était un élément central de dispositifs techniques qui étaient imaginés. Jazz ou rock? Rock. Le jazz, j'ai toujours trouvé trop intrusif. Salsa ou tango? Tango. Pain au chocolat ou croissant? Croissant. Thé ou café? Thé. J'ai arrêté le café depuis 1 an et demi. Bravo. J'ai aussi arrêté Twitter, donc vous voyez.